commencer par la question de la sobriété et frugalité, sous l'angle d'un exemple, celui de la permaculture. Vous savez, ce système de culture, d'agroécologie qui se développe un peu partout, dont certains films se sont fait l'écho en particulier. Donc on va commencer par François Léger, qui est un praticien de cette méthode, et Louise Brouès lui succédera. Donc François, à vous la parole. Oui, bonjour. Bon, effectivement, la permaculture, désormais on pourrait considérer que tout le monde sait à peu près, enfin on a entendu parler en tout cas, et que derrière l'idée de permaculture vague que chacun d'entre nous peut avoir, c'est d'abord l'idée qu'il faut cultiver son jardin. Et pour beaucoup, la permaculture, c'est d'abord une affaire, je dirais, de production de légumes. Alors c'est vrai que le succès d'un certain nombre de documentaires, de films, etc., dans lesquels était mis en avant, en particulier la fameuse ferme du Bec-et-Loing avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, était important. Mais ce qui est intéressant, c'est que la permaculture nous situe exactement au cœur des questions de la reconnexion et du réhabiter que nous nous posons aujourd'hui. Faire des légumes, c'est un problème de technique agricole, c'est pas un problème de permaculture, c'est la même façon. En revanche, ce qui compte, c'est la façon de penser, la façon dont on fait les légumes. Et la façon dont on reconsidère ce qu'est l'acte même de production agricole, à la fois dans ses dimensions concrètes, de volonté d'une certaine forme de bio-inspiration dans la conception même des systèmes agricoles, et d'autre part dans ses dimensions symboliques, et en particulier dans le fait de, avant même que de se poser la question de la production, se poser la question du pourquoi on produit. Qu'est-ce qu'on veut produire? D'autre part, peut-être pas mal d'entre vous ont entendu parler de la permaculture, c'est un truc, ce qui est au cœur de la permaculture, c'est le design. Alors le design, ça dit pas mal de choses, c'est de la fabrication d'un objet, c'est de la fabrication d'un espace dans lequel, grosso modo, on espère qu'on va maximiser les interactions positives entre les différentes composantes biologiques qui le composent. Mais la question, c'est est-ce que ce design, c'est une planification et finalement une localisation intelligente de solutions technologiques, ou est-ce que le design, c'est d'abord une façon d'être dans le mouvement du monde? Tout à l'heure, il nous a été dit que les entreprises ne pouvaient plus prétendre contrôler grand-chose, que la seule chose à laquelle elles pouvaient prétendre, c'était en quelque sorte de donner le petit coup d'épaule qui dévie très légèrement dans une direction le mouvement d'un monde que nous ne contrôlons plus. La permaculture, je pense que ma voisine va vous en parler beaucoup plus en détail, c'est d'abord ça, c'est se mettre dans le mouvement du monde. Et je dirais, s'il y a écomimétisme ou biomimétisme quelque part, c'est d'abord non pas dans l'idée de reproduire des formes, mais de reproduire des mouvements. Pardon. Il y a un moment d'inquiétude, j'ai cru que ça s'effondrait. Ici, chaque fois que je suis ici, j'ai un peu peur que ça s'effondre. 30 secondes. Et cette question du mouvement, voilà. Et donc, les légumes où on ne consomme pas d'engrais chimiques, où on travaille à la main, où on produit beaucoup sur des très petites surfaces et où on se rend compte, comme on l'a fait, qu'il vaut mieux, on gagne plus facilement sa vie en travaillant avec une mécanisation ultra réduite sur des très petites surfaces, mais en pensant son intégration au marché, au monde, aux écosystèmes, que être dans les systèmes normalement recommandés, y compris en agriculture biologique, avec des entreprises de plus grande dimension, etc., que c'était pas que le problème n'était pas que small is beautiful, c'est qu'il y a une certaine forme d'intelligence de l'usage des ressources permettait d'obtenir une meilleure performance et surtout, je dirais, un meilleur goût et un meilleur confort d'existence. Cette question du confort d'existence, elle est, pour beaucoup des gens qui se lancent dans la permaculture, au cœur de la projet. Voilà. Merci François Léger. Louise Brouès, pour peut-être élargir le spectre. Pour rebondir sur ce que disait François Léger, oui, la permaculture, moi, ce qui me touche, en 3 minutes, c'est difficile de présenter ce qu'est la permaculture, je vais peut-être vous dire ce qui me touche, ce qui me plaît, comment ça a aussi changé ma vie d'une certaine façon, c'est que c'est à la fois une éthique, et Dorothée en parlait aussi en introduction, c'est à la fois une éthique
et quelque chose qui nous aide à agir au quotidien. C'est ce grand écart-là qui est très beau. C'est pas un modèle, pour moi c'est une boussole. Je dis souvent c'est une boussole curative pour nous autres, les citadins qui sommes un peu déconnectés de la nature. Elle nous offre la joie d'agir à petite échelle et de retrouver une forme d'autonomie. L'idée de joie est fondamentale en permaculture. Un des fondateurs de la permaculture disait que le plaisir était aussi une production. J'aime beaucoup cette idée-là. Elle nous invite à entrer dans le monde, à entrer dans la danse. Je me réfère souvent aussi à la citation du poète Fernando Pessoa qui dit « Agir, c'est connaître le repos ». En agissant à toutes les échelles, on connaît ce repos et ça nous permet de penser. C'est un concept englobant, nourricier, pratique, donc comme le soulignait François Léger, qui nous aide à concevoir des systèmes résilients et inspirés de la nature, mais à tous les niveaux possibles. C'est pas du tout seulement la meilleure technique agronomique qui existe aujourd'hui, ça peut nous inspirer dans beaucoup de domaines d'application au quotidien, l'éducation, l'entreprise, la santé, la cuisine. Et en ça, c'est très riche. Et ça nous invite aussi à la frugalité, dont on a beaucoup parlé avant. Dans ma tête, j'ai toujours un triangle en lien avec la permaculture où il y a joie, frugalité et responsabilité. Et les trois se nourrissent en permanence. Elle est fondée sur 3 éthiques et 12 principes. Je n'ai peut-être pas le temps de vous dire tous les principes, mais il y a observer, interagir, collecter, stocker l'énergie, accepter la rétroaction, utiliser des solutions lentes à petite échelle, ne pas produire de déchets, transformer les contraintes en opportunités. C'est beaucoup de choses qui sont tout à fait applicables à la fois sur le terrain pour agir, mais c'est aussi une forme, on comprend avec ces principes, disons, d'agronomie de l'esprit. Et donc ça nous offre de passer finalement en douceur de la posture de consommateur passif à celle d'hommes et de femmes un peu plus actifs, responsables et engagés. Alors moi, mes coups de cœur sur la permaculture, c'est de dire que ça nous aide à décoloniser la pensée. Ça fait écho aussi à ce qui était dit au début. Permaculture, c'est je perds ma culture sexiste, je perds ma culture de la croissance industrielle, je perds ma monoculture d'une certaine façon. Ça nous invite à relier. C'est pas la première science systémique, mais c'est une science systémique vraiment importante. On en a parlé plusieurs fois au début. Ça nous invite à décloisonner notre cerveau, décloisonner les silos dans les entreprises, décloisonner les domaines d'application, éducation, entreprise, agriculture, qui sont les 3 domaines sur lesquels moi je travaille. Ça nous invite à coopérer. On en a parlé beaucoup aussi tout à l'heure. Je suis riche des biens que je crée et non pas des biens que je possède. Ça nous invite à nous responsabiliser, à gagner en liberté. À trouver sa niche écologique. Alors je parle aussi de ça souvent, sa place dans le monde, sa place dans l'organigramme, sa place dans le jardin. On parle de raison d'être aussi pour les entreprises. Ça nous invite à mieux connaître la nature, j'aurais peut-être dû commencer par là. Et par rapport à ce que la triple déconnexion évoquée tout à l'heure, moi je parle des 3 écologies, écologie intérieure, se connaître soi, connaître la nature est à l'intérieur, disait Cézanne, l'écologie sociale, donc le lien aux autres, et l'écologie environnementale, donc comment j'agis aussi sur le monde et quel rapport quel nouveau rapport je peux fonder avec le monde. Et dernière phrase, oui, ça nous invite finalement à réduire nos impacts négatifs et peu à peu à aller vers ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, cette valeur partagée, donc créer des impacts positifs, contribuer à la beauté du monde, et ça peut être respirer, méditer, fabriquer, cuisiner et être ensemble. Merci. Alors, pour à la fois ces descriptions, cette perspective, alors vous décrivez un moteur éthique qui est au centre de la permaculture. Est-ce que ce moteur est susceptible de transformer des expériences qui sont pour la plupart locales et assez délimitées, en tout cas pour la France, je ne sais pas trop comment ça se passe ailleurs, pour finalement que le système qui est en face, qui est un système plutôt intensif et qui n'a pas de valeur éthique justement dans ses entrailles, si je puis dire, puisse changer. Comment est-ce que vous voyez les choses l'un et l'autre? Est-ce que c'est un moteur qui est suffisamment puissant pour transformer le système global? La question de la montée en échelle, il faut faire ça. La question de la montée en échelle est toujours une question assez fondamentale quand on parle de solutions locales. Ça, c'est une évidence. Et là où les expériences actuelles, parlons de permaculture, sont importantes, c'est en ce sens que leur montée en gamme, on va dire, c'est... Alors,
paradoxalement, c'est pas une montée pratique. C'est-à-dire que c'est pas, alors vous êtes de la permaculture en petit, on en fait en grand, comme ça, par expansion. Là où la permaculture est agissante aujourd'hui dans la montée en gamme, c'est dans la capacité de démonstration qu'il y a à l'échelle locale, de la démontrer, de la possibilité de faire et d'être autrement. D'une certaine façon, le succès de la permaculture sur les quelques dernières années, c'est pas qu'il y a eu une démultiplication infinie, par exemple, des fermes en permaculture. C'est qu'un certain nombre de possibles qu'elle adressait ont permis d'autres initiatives qui vont peu ou prou dans la même direction. Alors, peut-être Arnaud nous en parlera, mais je pense qu'il y a un lien d'histoire très concrète entre les premières réflexions portées, par exemple, au Bec et Loing il y a une dizaine d'années, et la façon dont aujourd'hui sont posées sur la table, par d'autres groupes et d'autres acteurs, la question de la façon dont on pense le sol en agriculture, sa dynamique, à la fois en tant que respect pour sa valeur d'existence même et non pas seulement sa valeur d'utilité, et dont on réfléchit désormais en termes de dynamique de fertilité, et non plus d'une fertilité comme un stock qu'il s'agirait d'ajuster à un instant précis en rajoutant tel ou tel type de source, que celle-ci soit organique ou chimique. Et je crois que les travaux, moi si je suis content d'avoir travaillé sur la permaculture, c'est d'une part c'est un vieux truc que je fais depuis longtemps, mais c'est surtout que j'ai l'impression que quelques expériences comme ça peuvent servir non pas d'exemple, mais de déclencheur de réflexion. Et aujourd'hui, nous avons absolument besoin de démultiplier aux échelons locaux ces déclencheurs de réflexion qui, eux, poseront les problèmes à d'autres niveaux, d'autres échelles, d'autres lieux, d'autres types d'activités. Merci. Louise? Alors pour moi, la puissance de la permaculture ne fait aucun doute parce que je la vis et comme je disais, elle a changé ma vie en m'offrant un nouveau regard sur le monde. Sur la question du changement d'échelle, je me suis amusée à réfléchir un petit peu parce qu'on me demande souvent à quel niveau il faut agir, par quoi commencer. Donc j'ai essayé de lister les différents niveaux sur lesquels on pouvait agir en parallèle. Alors d'abord sur la sphère, disons la première sphère intérieure, individuelle, domestique, familiale. C'est pas du tout des listes exhaustives, c'est des choses auxquelles j'ai pensé quand j'ai préparé ça ce matin. S'entraider entre voisins, s'entourer des bonnes personnes. Là, je suis assez bien entourée par exemple. Limiter ses déchets, faire son compost, on parle beaucoup de ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de quelques dizaines ou quelques centaines de gens un peu privilégiés qui sont dans le zéro déchet, mais de mettre en mouvement des dizaines de milliers, voire des millions de gens vers diviser par 2 ou par 3 leurs déchets. On pourrait d'ailleurs imaginer pour avril, le temps des récoltes, de ne plus avoir de plastique sur les tables à ce moment-là. Donc il y a tout cet enjeu autour des déchets, qui est un des principes de la permaculture. Tout ce qui est autour de la cuisine, végétaliser son assiette, faire des fermentations. Bon, Arnaud Daguin reviendra peut-être plus en détail ensuite, mais il y a toute une joie de la cuisine à reconquérir. Vous en avez parlé tout à l'heure, vendre sa voiture, faire du vélo, boycotter certaines firmes. Je parlais des déchets. Si on est dans le zéro déchet mais qu'on continue à acheter des choses sur Amazon, qui est responsable d'un gâchis extraordinaire, il y a un manque de congruence assez énorme. Cultiver, mais ne serait-ce qu'un pot sur son balcon, c'est déjà l'infini. Cultiver même 1 mètre carré quand on peut. On parlait aussi de l'industrie textile, donc arrêter aussi d'acheter des habits de première main, faire ses cosmétiques, ses produits de beauté, planter dès que c'est possible dans son jardin, dans le jardin du voisin, dans les jardins publics, faire des travaux manuels avec les enfants, les tawashi, tricoter, les herbiers. Donc ça c'est tout ce qui est à l'échelle individuelle, j'allais dire. Ensuite, il y a toute la sphère en lien avec l'entreprise, et c'est avec ce public-là que je travaille beaucoup. On a parlé de RSE, avec effectivement toutes les connotations qu'il peut y avoir derrière ce mot. Parfois, les entreprises lancent des démarches de RSE et ne savent pas vraiment si elles vont y aller. Moi, je pense un petit peu à cette phrase d'Aristote, c'est en feignant la vertu qu'on devient vertueux. Et j'aime bien aller chercher les entreprises quand elles commencent à se mettre en mouvement pour les amener petit à petit de plus en plus loin. Dorothée parlait d'entreprise résonante, c'est tout à fait ça, de contribuer à faire que l'entreprise va écouter davantage tout ce qu'on appelle les parties prenantes. Être activiste aussi dans son entreprise, ce que disait Eric Soubéran tout à l'heure. Lancer les démarches participatives dans les entreprises, c'est-à-dire essayer de casser les codes de la hiérarchie
J'ai travaillé par exemple avec les deux vaches, qui est donc rattachée à Danone, la filière bio. On a fait 2 jours d'atelier pour transformer les principes de la permaculture en règles de vie en équipe. Et changer un petit peu du coup les modèles de gouvernance à l'intérieur. C'était vraiment 2 journées formidables. Créer des impacts positifs, donc c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, cette RSE active qui est d'abord sur la défensive, un peu réglementaire, et qui se prend au jeu et qui va aller plus loin. Par exemple, une entreprise dans le Limousin qui fait des vinaigres de cidre, qui décide de transformer la moitié de son parking en verger en replantant des variétés de pommes de variétés anciennes. Ça, c'est d'une très grande beauté, à mon sens. Organiser aussi des rencontres entre dirigeants inspirés pour que les idées percolent. On revient à l'idée de s'entourer des bonnes personnes, susciter l'envie, mettre en mouvement. Et militer aussi pour une nouvelle comptabilité, évidemment. Et aussi la sphère politique, soutenir les nouvelles initiatives de démocratie participative et participer aussi, si on peut, pourquoi pas, à des mouvements de désobéissance civile. Très bien, merci beaucoup François-Olivier Brouet.